Dernier numéro de Dimanche Politique, nous sommes dimanche 29 décembre 2019. Merci d'avoir rejoint Eden Télévision. La vie socio-politique et économique au Bénin et dans la sous-région ouest-africaine, c'est là la première partie de votre émission. Puis les 12 minutes de Corneille Aïssé et enfin l'agenda et les perspectives de l'invité. Alors, l'histoire de ce numéro de Dimanche Politique ne ressemble en rien à une vie étranglée, mais elle a pourtant pris corps à l'issue de la lecture du premier ouvrage Une vie étranglée, dont l'auteur se trouve être l'invité de Dimanche Politique, qui n'en est pas à sa seule publication. Outre l'écriture, le contrôleur de gestion, diplômé de l'Institut commercial de Paris et opérateur économique, a servi successivement à la Société nationale des transports du Niger et dans plusieurs projets de développement dans ce même pays et à l'étranger. Il est directeur d'un cabinet d'expertise comptable et de plusieurs entreprises dont les activités couvrent le Niger, le Togo et le Bénin. Il s'est installé au Bénin depuis 19 ans, ceci à l'issue de l'audit des espaces portuaires du Niger au port autonome de Cotonou. Le natif de Zindé s'est aussi inscrit à l'université d'Abomey-Calavi où il a obtenu, devrais-je dire, le diplôme de 3e cycle de gouvernance et démocratie. Monsieur Issoufou Konaté, bonjour et bienvenue dans Dimanche Politique. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la première partie de l'émission, je vous l'ai dit, consiste à vous connaître davantage. Alors, et comme si cette présentation ne suffisait pas, que peut-on retenir de Issoufou Konaté? Merci. Issoufou Konaté est un citoyen nigérien qui est installé au Bénin depuis 19 ans, comme vous l'avez si bien dit, et qu'on retient tout simplement un individu qui a envie de s'affirmer pour exister et donner un bon exemple aux générations montantes. Justement, et c'est aussi cela l'objectif principal de cette première partie, c'est de leur permettre d'en apprendre davantage de la carrière, du parcours, de l'expérience professionnelle de nos invités, de nos personnes ressources. Alors, parlant justement de votre parcours professionnel, quels sont les enseignements que vous-même vous tirez? Quels sont les enseignements que la jeune génération peut tirer de votre parcours professionnel qui peut inspirer les jeunes? C'est tout simplement le courage et l'ambition de réussir. Il faut nécessairement que les jeunes qui viendront après nous fassent mieux que nous. On a fait un peu. Ce n'est pas suffisant. Mais je pense que quand ils vont venir, ils ont intérêt et on les encourage à faire mieux que nous. C'est ça l'intérêt vraiment de remplacer une génération par une autre. Oui, et pour pouvoir faire mieux que vous, il faut déjà connaître davantage comment vous avez pu supporter et surmonter les obstacles. Parce que quand on accueille un cadre comme ça à l'écran, on a tendance à croire que c'est du jour au lendemain qu'il a réussi. Mais non, il y a eu un parcours. Oui. Il a peut-être échoué à des examens, il a réussi à des concours, il a connu des intrigues sur le plan professionnel et autres. Mais comment a-t-il pu supporter jusqu'à arriver à la réussite qu'on nous présente à l'antenne? Les échecs, on en a connu. Si je me rappelle encore bien, le baccalauréat du second degré, je l'ai eu à la 3e tentative. N'est-ce pas? Ah oui, ça veut dire que les échecs, j'en ai encaissé. Et dans tous les domaines. Mais il faut avoir le courage de surmonter ces échecs. Comme on dit, l'échec est un futur succès si on sait s'en servir. Parce que ces échecs n'ont quand même pas arrêté le grand manager que vous êtes devenu aujourd'hui. Le grand manager, c'est un peu trop dire. En fait, on essaie de faire du mieux quand même pour être quelque chose d'exemplaire pour les futures générations. Une génération. Alors, je l'ai dit, vous êtes installé au Bénin depuis 19 ans. Ceci à l'issue de l'audit des espaces portuaires du Niger au port autonome de Cotonou. Mais en quoi cela a consisté, cet audit des espaces de votre pays au port autonome de Cotonou? Vous savez, le Bénin et son port attribuent des espaces au pays de l'interland que nous sommes pour installer leurs marchandises en venant ou en allant dans leur pays. Et ces pays, l'interland, c'est tous les pays qui n'ont pas accès à la mer, comme le Niger, le Burkina Faso, le Mali. Donc dans ce cadre de coopération, le Bénin a attribué ces espaces portuaires à ces pays-là pour, comme je l'ai dit, entreposer leurs marchandises qui viennent du Niger pour être exportées à l'extérieur ou alors qui viennent de l'extérieur vers le Niger. Dans ce cadre, le Niger a bénéficié de 2 espaces portuaires
qu'il fallait effectivement exploiter pour le compte de l'État du Niger. Malheureusement, ces espaces-là, en son temps, étaient exploités par des particuliers. L'État nigérien ne voyait aucun copec. Donc, à l'issue de l'avènement du président Tanja au pouvoir, ils ont jugé utile que cet espace-là soit rentabilisé pour le compte de l'État. Et c'est ainsi que mon cabinet a été désigné pour venir l'auditer d'abord, voir ce que ça peut donner, ce que c'est, et après rendre compte. Suite à cela, on a rendu compte de ce qu'on a vu sur ces espaces-là. On nous a demandé de venir l'exploiter pour le compte de l'État du Niger. Et un contrat en bonne et due forme a été fait entre le ministère des Finances qui s'occupe du patrimoine immobilier du Niger et le cabinet Confivit que je dirige. D'accord. Voilà qui est clair maintenant, qui nous permet de comprendre ce en quoi a consisté cet audit des espaces portuaires du Niger au port autonome de Cotonou. Alors, Monsieur Issoufou Konaté, j'ai l'impression que le profil du contrôleur de gestion n'est pas très contraignant. Enfin, puisque le contrôleur de gestion que vous êtes a pu publier déjà 4 ouvrages et il y en a encore dans les coulisses. Est-ce à dire que c'est aussi libre, c'est aussi zen, le métier de contrôleur de gestion? Ou comment arrivez-vous à concilier tout ce que vous faites, vous dirigez pour pouvoir encore écrire davantage? C'est en fait gérer le temps. Quand on sait gérer son temps, on peut faire beaucoup de choses à la fois. Au point d'en écrire autant? Oui, absolument. Pas autant, mais on peut écrire quand même. Vous savez, l'écriture n'est pas propre à un écrivain ou à quelqu'un qui a fait les lettres. L'écriture, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Tout le monde peut écrire quelque chose, une idée, un événement qui lui arrive. Et je pense, un rêve. Et je pense que tout cela est possible. Mais une publication, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est. Vous en êtes déjà à 4. Ouais. Et d'autres en gestation. Il y a eu Une vie étranglée qui m'a permis d'abord de vous connaître. Et ce n'est pas tout. Il y a Tate, l'enfant de Mokoyo. Il y a La Gitane. Et l'autre sur lequel nous allons revenir dans la deuxième partie de l'émission. Oui, le discours de la Baule, où vous proposez, vous décortiquez une nouvelle thérapie pour l'Afrique. On va y venir tout à l'heure. Mais que représente pour vous, Issoufou Konaté, l'écriture? C'est un moyen d'expression qui permet à ceux qui n'ont peut-être pas la possibilité de s'exprimer publiquement devant les gens, d'écrire ce qu'ils pensent pour que les gens puissent les lire, leurs idées, leurs ambitions. Et l'écriture est un moyen de communication aussi important que les autres. Si on sait lire, on peut apprendre beaucoup de choses. C'est vrai qu'au nombre des ouvrages, il y a une œuvre autobiographique. Est-ce à dire que M. Issoufou Konaté, n'ayant pas eu le temps de s'extériorer davantage, s'est caché derrière les ouvrages pour dire ce qu'il pense tout bas? Bon, ça peut être exprimé comme ça, mais ce n'est pas réellement ça. C'est-à-dire que l'écriture est venue pour moi suite à un événement qui a marqué ma vie à Zender. J'étais jeune fonctionnaire à Zender et un accident a eu lieu à Zender, tragique, d'où le terme de vie étranglée qui était donc... c'est un livre que j'ai consacré parce que mon petit frère qui était avec moi à Zender a connu la fille qui était tuée. Ils étaient copains, ils étaient à une soirée dansante. Et je me rappelle encore en ce moment, j'ai donné ma voiture et mon chauffeur pour les amener. Et au sortir de la soirée, ils sont rentrés ensemble, vivants. Et le lendemain matin, on trouve la fille morte. Et donc il fallait, c'est normal, il fallait que les derniers qui l'ont vu puissent être mis interpellés. Pour que la cause, pour qu'on puisse vérifier vraiment justement pour les besoins de l'enquête. Donc, comme j'ai trouvé que c'était injuste, garder un jeune lycéen pour une bonne semaine de bagne, c'était vraiment pas juste de faire cela. Et de toute façon, on ne peut pas avoir 16 ans et tuer une copine de 15 ans. Ça n'a même pas de sens. Donc, je pense qu'il aurait dû, dans un premier temps, libérer ces gens-là, savoir que c'est eux, quitte à ce qu'on cherche le meurtrier. Et finalement, le meurtrier a été connu. Mais les pressions de l'époque n'ont pas permis de le mettre réellement en prison. Voilà. Eh bien, et c'est de là qu'est née cette fibre
littéraire, cet amour pour l'écriture. Nous reviendrons au 4e ouvrage, il a dit le discours de la boule, une nouvelle thérapie pour l'Afrique, après avoir revisité brièvement l'actualité au Bénin et dans la sous-région ouest africaine. Comment se portent les Nigériens au Bénin? Bon, vous savez, je suis resté au Bénin 19 ans, mais entre-temps, je suis un peu absent entre le Niger, le Bénin et le Togo. Je voyage un peu, mais je pense que jusqu'à preuve de contraire, les Nigériens se portent bien au Bénin. Et pour aborder, à proprement parler, l'actualité maintenant, un mot de la relation Bénin ou des relations Bénin-Niger. Ces relations, à mon humble avis, se portent très bien, dans la mesure où on n'a jamais appris quelque chose. Vous savez que ces deux nations... Ces deux nations s'entendent, elles ont des très bonnes relations séculaires. Ces relations se portent très bien. En tout cas, à ma connaissance, tout se porte bien. Parce que ces deux nations n'ont pas que le port en commun, vous le savez, je ne vous apprends rien. Mais bien sûr, on a des relations, il n'y a pas que le port, il y a les relations sociales. Nous sommes mariés au Bénin, les Béninois sont mariés au Niger. Donc, vraiment, il y a la gestion commune, par exemple, voilà. de l'OCBN, je ne vous apprends rien. Oui, on a l'OCBN en gestion en commun. Nous avons été donc les deux pays à pouvoir l'initier, 50% pour le Niger, 50% pour le Bénin. Donc nous avons vraiment un type de partenariat très, très, très grand. Donc les relations sont des plus chaudes entre les deux pays. Elles sont très bonnes. Très bonnes. Alors, vous savez, vous l'avez suivi sûrement, l'actualité sur les différentes chaînes du Bénin ces derniers mois, et cette semaine aussi, sinon la semaine écoulée, pour être plus précis, le programme de travail entre le ministre de la Culture de la France, et le ministre de la Culture du Bénin et le ministre des Affaires étrangères du Bénin. Ce programme de travail a été signé, un accord de travail a été signé, et dans le cadre justement de la restitution des biens culturels du Bénin. Le Niger est-il tenté, est-il quelque peu inspiré par le fait, ou le Niger n'a-t-il rien réclamé à la France? Bon, vous savez ça, je ne sais pas pour l'instant, mais je pense que dans ce cadre-là, s'il doit restituer tous les biens des pays colonisés, le Niger fait partie. Donc je pense bien que d'ici là, le cas du Niger se présentera. Et on va remonter, on va sortir de cette dernière semaine, on va remonter peut-être à un mois plus tôt. Je vous crois avoir suivi le grand oral du président Patrice Talon sur les chaînes internationales, France 24 et RFI. Et le président, au cours de cette interview spéciale, s'est permis d'aborder des sujets sensibles. Le franc CFA, par exemple, et la gestion des réserves de ce franc CFA par la Banque française. Quelle lecture en fait le panafricaniste? Moi, je pense que le président Talon a bien parlé. Ses arguments sont très valables et il s'est très bien défendu. Et tous ceux qui ont eu la chance de le suivre sont sortis avec une très bonne appréciation de ce qu'il a dit. Ça va vraiment dans le sens de ce que j'ai dit dans le livre Le discours de la boule. N'est-ce pas? Même si certains, je dirais, activistes l'ont quelque peu critiqué, pensaient que le président serait allé un peu plus loin, il faille quand même reconnaître que le président Talon a posé un pas sensible, parce que d'autres chefs d'État n'auront jamais le courage de le faire. Et il faille le dire, il ne faille pas passer par quatre chemins pour le dire. Le président Talon a été très loin, et il est encouragé dans ce sens. On va poursuivre maintenant, toujours avec la fibre du panafricaniste que vous êtes. Vous n'êtes plus... vous avez suivi l'actualité de ces derniers mois, la fermeture de frontières depuis le 20 août pour la frontière terrestre, je veux dire, entre le Bénin et le Nigeria. Il en est de même pour le Niger, il en est de même pour le Tchad, il en est de même pour le Cameroun. Le Bénin s'est montré quelque peu résilient. Il en est-il? Est-ce le cas du côté du Niger, où le Niger croupit sous le poids de cette fermeture? Oui, tous les pays qui ont cette frontière en commun avec le Nigeria et qui sont fermés souffrent de cette fermeture. Ça, c'est une évidence. Maintenant, nous pensons que le gouvernement du Nigeria mettra de l'eau dans son vin pour essayer
d'accélérer cette ouverture pour permettre quand même aux gens de s'activer dans leurs affaires commerciales de tout le temps. Je pense que d'ici peut-être très peu, les gens auront compris qu'il faut peut-être rouvrir les frontières pour permettre au commerce international de se développer davantage. Je pense que ça va venir. Oui, mais l'opérateur économique que vous êtes, l'avez-vous senti d'une manière ou d'une autre dans vos activités ou dans les activités de vos proches, de vos collègues? Ah oui, nous l'avons senti très bien parce que moi, je dispose d'un parc de vente de véhicules d'occasion au Bénin. Donc, vous savez très bien que pour la plupart de nos véhicules qui sortent du Bénin, les 90% de ces véhicules vont au Nigeria. Dès que l'instant où les frontières sont fermées, nous sommes bloqués. Donc nous souffrons beaucoup de cette fermeture de frontières et c'est pour ça que nous prions que les autorités du Nigeria fassent un peu faire preuve de magnanimité pour que ces frontières puissent s'ouvrir le plus rapidement possible. Mais qu'est-ce qui explique selon vous le courage d'un État qui bafoue les principes, les accords sous-régionaux et ferme ses frontières aux autres pays frères? Non, vous savez, je ne peux pas me prononcer par rapport à ça. C'est un problème de cuisine intérieure. C'est tellement qu'ils ont des raisons. Parce qu'il y a des accords, vous êtes d'accord. Il y a des accords. Peut-être ils ont des raisons. De libre circulation des biens. Oui, ils ont peut-être des raisons politiques de gestion politique interne de faire cela, peut-être provisoirement. Et je pense qu'ils vont respecter les accords internationaux qu'ils ont souscrits eux-mêmes. On va aborder maintenant une autre polémique, le franc CFA. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que la transition est enclenchée ou en gestation ou en pleine cuisine du franc CFA à l'éco maintenant. Alors, vous savez, la sous-région ouest-africaine s'active pour adopter une nouvelle monnaie. On ne sait jusqu'à quand, précisément. Mais toujours est-il que le projet est enclenché. Le projet est dans sa phase active. Même si tous les chefs d'État ne s'accordent pas encore sur le principe. Mais l'écrivain a-t-il lu cette actualité? Et on ne peut pas être en dehors de ça. La monnaie est un instrument de souveraineté. Donc, aujourd'hui, que nos pays africains s'entendent pour créer une monnaie unique pour leur propre souveraineté, c'est extraordinaire, c'est à applaudir. Et je pense, et c'est à encourager, et je pense que vivement que cette monnaie, l'éco arrive. Oui, mais avant d'adopter l'éco, n'y aura-t-il pas, selon vous, des préalables? Bon, je pense que ces préalables ont déjà été mis sur la table, puisqu'ils ont déjà créé la monnaie. C'est que les préalables ont été déjà mis sur la table pour l'accepter. Donc je pense que c'est tout simplement une question de procédure. Et je pense que les chefs d'État qui ont adopté ça sont en train de voir peut-être dans quelles conditions cette monnaie, qui, si elle n'est pas mise en circulation en 2020, peut-être elle le sera en 2021 ou 2022. Dans tous les cas, il y a un progrès qui est constaté, il y a un effort qui est constaté par nos chefs d'État, et je pense qu'il faut les encourager dans ce sens-là. Oui, avec votre prisme, avec vos lunettes de panafricain maintenant, est-ce que l'éco vient corriger l'état du CFA, vraiment? Oui, je pense que c'est des experts qui ont travaillé dessus, au haut niveau, qui ont mis cette monnaie en place. C'est parce qu'ils ont peut-être vu des raisons que cette monnaie soit une monnaie utile pour les pays africains. Je pense qu'en ce moment, cela, il n'y a pas de problème. L'éco arrange les affaires de tous les pays africains de la sous-région? Puisqu'il a été adopté par les Africains. Il n'y a pas de raison que ça n'arrange pas les pays africains. Je pense qu'on ne peut pas prendre des choses on ne prend pas des engagements qui ne vous arrangent pas. J'imagine que tous ceux qui sont autour de cette monnaie, j'espère, de haut niveau internationaux, c'est parce qu'ils ont senti que ça peut arranger le continent africain qu'ils ont fait ça. Je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas. Avant d'ouvrir les premières pages du discours de la boule maintenant, une dernière question, toujours à propos de l'éco. Et j'en aurais peut-être fini une dernière question. Comment appréciez-vous la presque résistance de certains chefs d'État à l'adoption de l'éco? Non, ce n'est pas une résistance, c'est une prudence. Je pense que la prudence, vous savez, elle est mère de sûreté. Hein? Et quand on prend des engagements aussi importants comme ceux-ci, il est normal qu'on fasse preuve de prudence. Et j'estime que c'est tout à fait louable. Prudence, vous dites?
Je vous le concède. Alors, pourquoi avoir opté pour le discours de la Baule, une nouvelle thérapie pour l'Afrique? Pourquoi ce titre? Bon, ce discours de la Baule, vous savez, c'était en 1990 quand le président de l'époque... Le 20 juin. Le 20 juin, le président français de l'époque, François Mitterrand, paix à son âme, dans l'invitation qu'ils font généralement aux pays africains, qu'ils appellent sommet France-Afrique, là, il a exigé que les pays africains, francophones en tout cas, rament dans la gouvernance démocratique. C'est comme ça que c'est parti. Une exhortation. Parce qu'en fin de compte, l'aide publique au développement devrait être liée à cette mise en place de la gouvernance démocratique par tous ces pays-là. Donc c'est en ce moment que ces pays ont vite fait de pouvoir s'accrocher et de pouvoir faire la mise en place après les conférences nationales souveraines des partis politiques dans leur pays. Oui, nous l'avons tous suivi, ce discours de la Baule. Même les plus jeunes comme nous, à l'époque, ont eu le temps de lire davantage ce que c'est et de s'enquérir des réalités, du fond de ce discours et de cette époque sensible, vous le savez, cette époque sensible qui a marqué vraiment l'histoire du continent, surtout enfin, pour ces pays qui se sont accommodés au principe de la démocratie. Et vous en venez maintenant à l'adopter comme titre d'un ouvrage. Et ce n'est pas tout. Vous évoquez une nouvelle thérapie pour l'Afrique. Oui, parce que tout simplement, le continent africain a subi beaucoup de propositions venant de l'Occident, dans beaucoup de domaines. Et ça n'a pas été toujours positivement apprécié. Et les résultats sont là. Quand vous prenez le cas du PASS, le PASS a été, dans nos pays, ça a été imposé par les gens. Le fait de pouvoir privatiser toutes les sociétés d'État et tout, c'était tout un problème. Quand vous prenez par exemple les travaux publics dans lesquels j'ai travaillé, que j'ai évolué, mais le service routier, aujourd'hui, il n'existe pas dans nos pays. Donc l'entretien routier qu'on a connu depuis qu'on était né, ça existait et nos pays sont grands avec des routes mal entretenues et on met fin à cet entretien routier-là. J'ai trouvé que c'est une erreur monumentale. Donc c'est pourquoi j'appelle la démocratie que ces pays ont essayé chez eux depuis elle est née depuis peut-être 100, 200, 300 ans. Ils ont eu le temps de faire leur chemin et on vient tout d'un coup, en un sommet, on impose au pays de ramer dans ce système de gouvernance démocratique sans savoir si en faisant ça, qu'est-ce qu'on va y gagner? Est-ce qu'on sera mieux loti que par le passé? Donc c'était vraiment une nouvelle thérapie que moi j'appelle une thérapie qui peut ne pas être celle qui va permettre aux pays africains de se développer. Mais c'est une question que je me suis posée. C'est une nouvelle thérapie. Oui. C'est une question que vous vous êtes posée, mais la question de 90 à ce jour devrait déjà avoir une bonne part de réponse de votre part. Oui, c'est-à-dire que de toute façon, on continue toujours à regarder, à voir ce que la démocratie a inventé chez nous. C'est bien qu'il y a des côtés positifs, comme il y a aussi des côtés négatifs de la démocratie. Donc, quand vous prenez, par exemple, cette histoire d'être député dans nos régions, et vous voyez, les gens le sont souvent, pas parce qu'ils représentent réellement une population, mais ils sont peut-être souvent postés à ces postes-là par des relations, des copinages, alors qu'ils ne servent même pas leur population. Donc ça, c'est des travers de la démocratie pluraliste dans nos pays. Oui, la démocratie comme alternance à l'issue de ce conférence après l'exhortation de Jacques Chirac n'a pas eu que d'État, n'a pas eu que des limites. Il y a par exemple que les pays qui l'ont adopté ont connu une alternance politique fluide. Il y a l'expression, il y a la pluralité des points de vue. Vous ne direz pas le contraire. Et ça participe à la vie. Ça vivifie la démocratie. Oui. Mais en dehors de ça, est-ce que ces pays qui l'ont adopté ont réellement connu un essor sur le plan économique? Bon, vous savez, c'est... Quand on fait le bilan dans la sous-région ouest africaine, par exemple. Oui, vous savez, ça se discute. C'est-à-dire que c'est pas tous les pays qui l'ont adopté qui sont bien aujourd'hui au point de vue développement. C'est pas évident.
Et c'est tout simplement ce que j'appelle une trahison. Parce qu'en fin de compte, certains pays ont même été déjoués de leur vrai programme de développement. Parce que vous avez aujourd'hui, dans nos régions, vous avez des gens qui ne pensent que par la politique pour réussir. C'est devenu pour eux un fonds de commerce. Même s'ils n'apportent rien aux gens qu'ils prétendent représenter, ils sont politiciens. Donc tout le monde réfléchit, ne pense qu'à la politique. Les bonnes œuvres sont abandonnées. Le travail est abandonné, l'éducation et tout. Les gens pensent qu'à venir en politique pour se faire de l'argent. Donc ce n'est pas l'esprit de la démocratie, ça. La démocratie, c'est vrai que c'est une participation de tout individu à la construction de son terroir, de sa nation. C'est que normalement, tout le monde doit pouvoir participer. Mais en apportant quelque chose de positif aux populations endogènes qui puissent s'exprimer, évoluer par la démocratie. Et que l'alternance se fasse, comme tu l'as si bien dit, effectivement, elle permet l'alternance politique et c'est une très bonne chose. Et je pense que si les gens ont adopté ça de manière franche et sincère et honnête, ce serait une très bonne chose pour nos pays. Oui, mais je ne voudrais pas faire ici la promotion de la dictature, mais l'expérience a prouvé, par exemple, que les États démocratiques, c'est vrai, outre l'alternance politique, n'ont pas connu un réel essor en tant que tel sur le continent depuis 1990. Je ne voudrais pas donner le cas du Rwanda qui, en dehors de tout ce que vous savez, en dehors de la rigueur, du dirigisme au sommet de l'État, quand même a connu un essor sensible sur plusieurs plans. Monsieur Issoufou Konaté, je vous vois marrer. Tom, tu l'as dit. C'est comme si tu te dédies, parce que tu dis que la démocratie au Rwanda, c'est comme si tu fustiges le comportement du Rwanda, mais pourtant, c'est un pays qui avance. Parce qu'en étant dictateur, ce pays-là avance très bien, c'est une question de gestion. Et je pense que quand on dirige un pays de manière honnête et sincère, il ne peut pas ne pas y réussir. C'est normal. C'est normal. Et il vaut mieux que ce soit ce cas-là où le pays a un développement certain, la population s'épanouit, qu'une démocratie pluraliste où la pagaille s'installe et où personne ne trouve rien. Et que c'est un problème. La pauvreté est là, elle est aux aguets de nos portes et tout ça. Donc je pense que ce que tu as pris comme exemple est à mon avis, un bon exemple. Ah oui, je m'attendais peut-être au contraire. Alors là, j'ai bien choisi. Alors, quels enseignements Issoufou Konaté tire-t-il des différentes conférences et grandes réunions de des chefs d'État sur le continent et au-delà, en dehors de l'Afrique depuis 1990 ? C'est trop dire. Vous savez, quand on dirige un pays pauvre, c'est difficile de pouvoir ne pas participer à ces conférences qui permettent aux chefs d'État de rencontrer leurs homologues, de tirer... Puisqu'il y en a eu, ces conférences. Bien sûr, de se rencontrer, de tirer des renseignements, des leçons et d'avoir des partenariats entre les différents pays. Moi, je pense que... Chaque année, on les y voit, des chefs d'État nouvellement élus comme ceux séculaires aussi. Oui, vous savez, je vous dis que ce n'est pas toutes les conférences qu'on doit participer. On participe à des conférences qui peuvent apporter à votre pays quelque chose d'important, d'essentiel. Si vous allez dans une conférence et que vous revenez pratiquement sans rien, vous dépensez de l'argent du pays, vous revenez, bon, autant éviter de faire ce genre de conférences-là. Mais aller à des conférences pour apporter des projets importants dans votre pays, de l'argent, des trucs, ça, c'est bon à faire. Aller à des conférences pour décrocher des acclamations comme le président Talon a eu à le faire à Dakar tout récemment, c'est cela ce que veut le peuple. Mais aller à des conférences pour baisser les verres, noirs et dormir tout le temps, aussi, ça n'est pas prendre part à une conférence. Alors, venons-en maintenant aux enseignements, selon vous. Quels enseignements tirez-vous de toutes ces conférences? Non, vous savez, moi je pense pour ma part que c'est le politique qui peut savoir ce qui prend, ce qui gagne à cette conférence. Moi, je ne suis pas je ne peux pas savoir ce que ça rapporte aux gens. Mais je pense que c'est pas fait pour rien. Du prisme du littéraire. Oui, mais c'est pas... Du prisme du panafricaniste. Ceux qui dirigent nos États ne sont pas au hasard élus. Donc je pense qu'ils sont élus pour diriger nos pays, pour apporter un mieux-être, pour apporter un mieux-être à nos populations, pour défendre ces populations-là, pour apporter un développement
à nos pays. Et je pense que ce n'est pas au hasard qu'ils font à ces conférences-là. Peut-être qu'ils ont des raisons de partir. C'est nous qui voyons souvent le petit peuple qui est à l'extérieur, il dit ce qu'il veut, mais il ne connaît pas le fond des choses. Donc il faut peut-être avoir une appréciation précise du fond des choses avant de se prononcer. C'est vrai. On va accueillir dans quelques minutes Corneille Haïssé, mon collègue, sur les 12 minutes. Pendant 12 minutes, vous allez décortiquer autre pan de Dimanche Politique, autre pan de l'actualité de M. Issoufou Konaté. Mais avant, une dernière question sur ce même discours de la Baule. Parce que cet ouvrage, au nombre des autres ouvrages, me semble très pointu. Je ne voudrais pas dire que les autres sont de différentes autres catégories. La thérapie, la nouvelle sur laquelle vous vous interrogez, en quoi déclinez-vous? Comment la déclinez-vous, cette nouvelle thérapie? Non, c'est-à-dire que moi, je disais que la démocratie qui découle du discours de la Baule est, à mon humble avis, une encore nouvelle thérapie pour régler le développement du continent africain. Oui, mais l'ont-ils perçu ainsi, les chefs? Je ne sais pas, mais moi, je pense que, de mon point de vue, je l'ai perçu comme tel, et j'ai dit, la question que je me pose, est-ce que ce ne serait pas une nouvelle thérapie encore comme celles qui l'ont précédée? Voilà ce que j'ai posé comme question. Et dans mon livre, j'ai démontré, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et justement, c'est cette démonstration, c'est une petite partie de cette démonstration qui m'intéresse ici. Voilà, donc j'ai démontré qu'il y a beaucoup de choses que la démocratie n'a pas bien faites. Donc, et que peut-être que si on regarde un petit peu, la démocratie peut être aménagée pour encore mieux faire. Voilà. On va accueillir ensemble Corneille Haïssé, que vous allez apprécier. Ces questions sont tout autres que les miennes. Corneille, sur les 12 minutes, maintenant. Monsieur Konaté Issoufou, Konaté, bonjour. Bonjour. Alors sur les 12 minutes, je voudrais bien qu'on puisse rester sur votre livre paru en février 2015, un livre de 190 pages intitulé « Le discours de la Baule », c'est bien cela, 20 juin 1990, une nouvelle thérapie pour l'Afrique. Dans ce document, vous êtes revenu vous avez donné votre avis sur des questions et qui fâchent. À commencer par donc la démocratie. Est-ce que la démocratie en Afrique, est-ce que elle est autant inadaptée comme ça a été montré dans le document? Parce qu'il y a un chapitre qui a parlé bien sûr de la démocratie pluraliste et bien sûr une solution factice. Vous êtes posé la question. Oui, l'impression que se dégage, en tout cas de mon point de vue, c'est que j'ai l'impression que c'est une solution factice. Parce qu'elle n'apporte pas de solution aux vrais problèmes des pays du continent. Parce qu'on le voit jusqu'à preuve aujourd'hui, même qu'on ait été démocrate, ou qu'on ait été démocrate depuis une dizaine d'années, ou une trentaine d'années, nous sommes encore des pays pauvres. Mais est-ce que c'est le système démocratique en tant que pratique politique qui est le problème, ou c'est la pratique que nous en faisons, que les hommes politiques? C'est la pratique que les hommes politiques en font. C'est ça qui est condamnable. Parce que quand vous voyez aujourd'hui les détournements des deniers publics vont en grandissant. Et grâce à la démocratie qui devrait, normalement, en tant que système, empêcher de faire ça. Mais au contraire, aujourd'hui, on se rend compte que dans certains pays, le détournement est devenu une sorte de mot de passe que tout le monde utilise pour s'en servir. Mais après ce diagnostic-là, qu'est-ce que vous proposez en tant qu'expert en démocratie et en gouvernance? Oui, je pense que il est tout à fait normal de s'asseoir pour faire encore, je pense, le bilan de cette démocratie depuis une trentaine d'années.
Est-ce que ce système démocratique nous fait avancer? Est-ce que nous, ce que nous voulons dans tout système de développement, c'est que nos paysans et nos populations pauvres puissent émerger, qu'elles puissent avoir un train de vie normal, qu'elles puissent inscrire leurs enfants à l'école, une bonne éducation, une bonne santé, qu'on ait un minimum qui permet aux paysans les plus pauvres, les plus reculés, de pouvoir vivre décemment. En fait. C'est ce qu'on cherche dans tout système de développement politique, quel qu'il soit. Mais tant que le système ne permet pas ça, des questions se posent. Très bien. En évoluant, vous avez donné votre avis sur d'autres sujets également. Vous avez parlé des regroupements régionaux inopérants. Faites-vous allusion aux organisations que nous avons sur le continent, on peut parler de la CEDEAO, l'Union africaine. Pourquoi vous pensez que c'est des organisations ou c'est des regroupements inopérants? Est-ce que ces organisations ne jouent pas correctement leur rôle? Bon, qu'est-ce que vous dénoncez? Oui, moi je trouve que le rôle qu'ils se sont fixés, il n'est pas encore atteint. Parce que j'ai comme l'impression qu'on tourne en rond, on dit les mêmes choses, on dépense de l'argent, mais on ne voit pas quelque chose de concret qui y sort. Et regardez quand vous prenez par exemple le NEPAD. Le NEPAD, c'est un instrument qui, dans sa conception, un bon instrument de développement du continent africain. Mais qu'est-ce que vous avez trouvé que le NEPAD a fait? Ce n'est pas le même péché qu'on reproche au cadre africain. On est très bon, mais dans la mise en œuvre des projets, ça pose problème. Est-ce que ce n'est pas des problèmes de compétence? Non, ce n'est pas un problème de compétence. Moi, je pense que quand vous voulez faire quelque chose, il ne faut pas attendre que les moyens viennent de quelqu'un d'extérieur. Moi, je crois que quand on veut faire quelque chose, on mobilise ses propres moyens d'abord et on commence son projet. Mais tant qu'on va faire un projet en attendant que l'extérieur nous finance le projet, mais vous savez que ça va traîner, ça va traîner. Mais est-ce que vous pensez que nos États aujourd'hui ont les ressources qu'il faut pour faire face à ces organisations-là, aux dépenses, aux charges? Mais vous savez, il y a des pays, il y a la coopération internationale. Nous avons des pays qui sont prêts. Aujourd'hui, si vous prenez un exemple, par exemple, au niveau de l'unité africaine, si aujourd'hui les dirigeants africains ont fait un bloc en disant à des pays comme la Chine, un exemple, qui n'a pas besoin de savoir si vous êtes démocrate ou pas démocrate, un projet intégrateur pour le continent africain, il l'aurait fait. La boucle du Niger, par exemple, aujourd'hui, qu'on parle le train, un projet comme celui-là, l'Afrique face à la Chine ou à n'importe quel pays, en tout cas, aurait pu réussir ça. Hein? Et c'est un truc intégrateur pour le continent. C'est les pays du continent en même temps qui vont pour proposer à ces pays-là, faites-nous ça, à quel prix vous allez nous faire ça? Moi, je pense que ça aurait déjà été réglé. Il ne faut pas qu'on va nous disperser. Il faut qu'on aille, que le continent africain aille vers certains pays capables de faire la bonne coopération, la coopération honnête, et qu'on aille vers eux en disant voilà ce que nous voulons. Je pense que mais sur quoi je voudrais également que vous puissiez vous prononcer, comment expliquer aujourd'hui la faiblesse de ces institutions, de ces organisations, quand il y a des conflits, par exemple? On a vu récemment dans plusieurs pays les interventions de l'Union africaine qui n'apportent concrètement pas des réponses aux problèmes posés, les conflits politiques et puis autres également sur le continent. Qu'est-ce qui explique la vulnérabilité ou la faiblesse de ces organisations? Bon, vous savez, ces organisations, je pense que d'abord, comme je l'ai expliqué, ils n'ont pas les moyens de leur politique. Ça, c'est un. Et puis, vous savez, entre ce que l'organisation va proposer et ce qu'un État fait, c'est la question de souveraineté. Voilà, c'est deux mondes différents. Parce qu'on peut toujours vous opposer qu'on est souverain. Et c'est tout à fait normal que souvent, ces institutions n'arrivent pas à s'imposer. On a vu la dernière fois que ça s'est imposé, c'est peut-être en Gambie. Quand l'Union africaine s'est imposée, et voilà, le président est parti. Mais ça, c'est un cas très rare. Vous avez parlé du système démocratique, la démocratie. On a parlé également des organisations, et bien sûr sur le continent. Mais je ne sais pas si cela découle, puisque vous avez abordé également l'intégration, l'incertaine intégration. C'est vrai qu'il y a un sujet d'actualité sur l'intégration en Afrique occidentale, le cas avec le Nigeria et ses pays limitrophes. Alors, est-ce que c'est une conséquence, quand vous parlez de l'incertaine intégration, est-ce que c'est une conséquence de tout ce que vous dénoncez déjà à partir du système politique, de la démocratie également, de l'inefficacité des organisations régionales?
Oui, moi, je pense que c'est-à-dire qu'on sent qu'il n'y a pas tellement de conviction dans tout ce qu'on produit. Parce que l'intégration africaine aurait pu déjà être plus avancée. Mais on voit aujourd'hui, par exemple, certaines avancées, quand tu prends le cas du Bénin, à l'époque, quand on venait au Bénin, c'était tout sur le corridor, les arrêts, les contrôles excessifs. Mais maintenant, une fois que le poste juxtaposé a été mis en application, dès qu'on fait ce contrôle à l'entrée du Bénin, on peut, comme on veut. Et ça, c'est extraordinaire. C'est des choses comme ça qu'il faudrait faire. Les gens ne sont plus emmerdés, l'obligation des personnes et des biens. Et ça, c'est un avantage intéressant. Et ça, moi, je vous dis, sincèrement, j'apprécie cette formule-là. Et le Bénin a montré vraiment quelle est son ambition pour le panafricanisme. Et je pense que c'est une très bonne idée. Et sur le sujet d'actualité, comment la fermeture des frontières entre... Oui. C'est vrai que certainement le risque reviendra peut-être là-dessus. Mais je ne sais pas si on peut vous voler quelques mots. Non, j'ai trouvé que c'est quand même déplorable. C'est vrai que ça a été un problème pour nous, pour le Bénin, le Niger. Tous les pays, en tout cas, qui ont ces frontières fermées, ont des difficultés. Nous pensons que le grand géant du Nigeria fera bientôt des concessions pour ouvrir ces frontières qui permettent la circulation des personnes et des biens comme il le faut. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez à Porto Novo, vous avez peut-être des parents qui sont au Nigeria. Celui qui va aller, il ne peut pas aller. Bon, c'est embêtant. Et je pense que le Nigeria fera un effort pour mettre l'eau dans son vin et rouvrir ses frontières à la bonne heure des pays. Les questions qui fâchent en Afrique, il n'y a pas que la politique. La question sur l'immigration. Et nous avons lu un rapport publié sur le site et bien sûr du PNUD, titré et bien sûr migration irrégulière de l'Afrique vers l'Europe. Et bien sûr, les migrants déclarent qu'ils referaient le voyage malgré les risques. Ça, c'est un rapport publié récemment. Sur pratiquement 100% de migrants qui ont été interrogés, 93% sont prêts à reprendre le voyage, et bien sûr malgré les risques. Qu'est-ce qui peut quand même pousser à aller à ces extrêmes-là? Est-ce à dire réellement qu'il y a autant de misère et de pauvreté sur le continent qu'on souhaite, eh bien qu'on opte pour cette migration irrégulière? Oui, certainement qu'il y a, en tout cas ceux qui vont mourir dans ce désert et dans ces mers, s'ils vont, c'est parce qu'ils sont contraints de partir. Et moi, je pense que la coopération internationale devrait faire en sorte que les pays d'où quittent les migrants, qu'on puisse investir dans ces pays, développer ces pays-là pour que les migrants restent chez eux. Parce que qui veut aller chez quelqu'un? Si chez toi, tu es bien, tu n'as pas besoin. Mais il y a des migrants qui aujourd'hui disent que ce n'est plus seulement des questions de recherche d'emploi. Parce qu'on découvre aujourd'hui un certain pourcentage de migrants qui, dans leur pays d'origine, ont d'emploi, mais c'est des questions de rémunération, donc toujours la précarité et la misère. Mais bien sûr, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'à partir de l'instant où on réinvestit dans nos pays, on fait en sorte que le niveau de vie soit acceptable par tous les travailleurs. Mais ici, il y a des emplois partout et qu'on sait qu'on peut avoir un salaire minimum, vivre avec ça, pourquoi on va aller en Europe? Donc, on retourne encore au point de départ. Ouais. Le système politique, c'est bien cela. Je ne veux pas trop que nous parlions de ce côté politique-là. C'est un petit peu parce que quand on avance dedans, eh bien, on va dire des choses peut-être qui vont déplaire. Mais je pense que c'est presque propre à tous nos États. Hein. C'est pas uniquement... c'est tous les États, en tout cas... C'est pas uniquement au Bénin ou au Niger ou en Côte d'Ivoire. C'est tous les États africains ont ce souci-là. Malheureusement, on a un problème, on a une démographie galopante. On n'a pas assez de moyens pour pouvoir intervenir pour que les gens puissent avoir du travail, une bonne santé. On a des difficultés partout. Donc, mais il est quand même important que pour la freiner, il faudrait que les dirigeants politiques regardent et proposent des solutions endogènes. Et moi, je pense que cela est possible. Encore juste quelques secondes avant de boucler les 12 minutes, mais nous allons dire un mot sur le Niger, l'actualité au Niger. Cette récente attaque, 71 soldats tués, le Niger qui également est ciblé avec des attaques terroristes et autres. Ici, il faut Konaté. C'est vraiment déplorable. Moi, j'étais ici quand j'ai vu ça, j'étais très consterné, comme tous les autres Nigériens d'ailleurs. Et tout Africain qui voit ça ne peut pas rester sans être blessé.
Et c'est vraiment dommage que ça nous arrive comme ça, 111 soldats tués. C'est vraiment triste. C'est assez triste. Je profite de votre micro d'ailleurs pour transmettre toutes mes condoléances aux familles disparues et également tous mes encouragements à l'État du Niger. Pour ce 12 minutes, ces 12 minutes. Loris, Merci Corneille. Ben, certainement dans la suite du débat, parce qu'il faut revenir un peu sur les facteurs qui exposent et bien sûr ces pays africains plus aux attaques djihadistes et terroristes ces derniers jours. Merci Loris, merci monsieur. Merci Corneille. Bonne suite d'émission. Merci à vous Corneille. Et c'est justement cette conclusion de Corneille Aïssé qui me servira de transition dans cette deuxième et dernière partie, de Dimanche politique avec vous, Issoufou Konaté. Vous l'évoquiez tantôt, Corneille vous l'a fait dire, c'est cette attaque, cette barbarie des djihadistes qui a fait perdre 111 soldats à l'armée nigérienne. Vous venez de manifester, d'exprimer votre compassion vis-à-vis de vos frères du Niger, et il en est de même de tout le continent pour ce pays, parce que nous sommes des pays frères, je ne vous dirai pas le contraire. Mais qu'est-ce qui explique selon vous la recrudescence de ces attaques djihadistes dans la sous-région? Vous savez, c'est un problème peut-être très profond que moi, en tant que citoyen, je ne pourrais peut-être pas expliquer, mais le politique qui est en plein dans ça, peut-être peut avoir des explications beaucoup plus profondes. Moi, je pense que tous ces problèmes-là viennent tout simplement de la pauvreté en réalité. Si la pauvreté ne gangrenait pas nos pays, peut-être ce genre de trucs n'allait pas se développer. Et vous l'avez dit, vous dites qu'il revient aux politiques de faire une lecture profonde. Et de politique, vous parlez. Après, vos expériences dans le monde des affaires, après vos expériences dans l'écriture, vos nombreuses publications, la politique, vous tente-t-elle? Vous savez, la politique tente tout le monde. On peut pas, comme on dit, la politique, c'est l'art de construire une cité. Ben, on peut être dans un pays et ne pas participer à sa construction. Donc la politique tente tout le monde, tout citoyen, en tout cas en bonne et due forme, qui est en bonne santé, doit faire de la politique. Pas forcément au niveau le plus élevé, mais participer dans un parti politique est, à mon avis, une très bonne chose pour apporter des idées et recevoir la contradiction de temps en temps. Et ce serait ça qui fait avancer la démocratie. Accepterez-vous vous écarter un peu de vos entreprises, jeter la plume pour de la politique? Oui, c'est probable, c'est possible. Ah oui? Oui. Alors, outre les prérogatives et prestiges liés au poste politique, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a aussi des ennuis, des intrigues. Moi, je ne pense pas que je veux faire de la politique pour des prestiges ou pour des avantages accordés au poste, non. Non, je ne le dis pas. Je l'ai évoqué. Oui, je sais. Moi, je ne le ferai pas. Mais je ferai de la politique pour apporter une contribution. Pour, vous savez, quand on a un minimum de savoir, c'est fait pour éclairer les gens. Et donc, quand on a quelque chose qu'on connaît un petit peu, c'est bon d'être dans le système pour apporter vraiment une certaine amélioration des conditions de vie de nos populations. C'est en fait l'idéal que chacun doit faire pour apporter un plus, laisser son empreinte sur la vie de son pays. Vous le dites si bien, et l'air s'y prête aussi bien. Vous savez, aux États-Unis, Donald Trump fut un grand manager, un grand opérateur économique hier, aujourd'hui chef de l'État. Au Bénin, Patrice Talon hier était un opérateur économique accompli. C'est vrai qu'il s'est désolidarisé de ce profil maintenant et il est chef de l'État. C'est ce qui me faisait vous dire que l'air s'y prête. Oui, parce que sur le continent comme ailleurs. Oui, oui. Donc vous avez l'exemple. Oui, c'est assez clair. Hein? Et je pense qu'après avoir fait peut-être avoir cherché l'argent, comme on dit, après s'être fait remarquer sur le plan des affaires, il est bon de faire de la politique. Parce qu'en fin de compte, là, vous êtes là que pour apporter un plus. Donc, c'est comme si je vous disais tout à l'heure que la politique n'est pas faite, je ne le pense pas pour moi, pour des prestiges ou des avantages pécuniaires. Non.
On vient pour apporter un plus. Et c'est normal que des gens comme Trump et autres, qui ont eu de l'argent, qui ont les moyens à eux, apportent leur vision à leur pays. Bientôt Bloomberg du côté des États-Unis aussi. Oui, donc c'est tout à fait normal. Hein. Oui, mais les bons managers, les grands opérateurs économiques, font-ils vraiment de bons politiques? Oui, moi je pense bien, parce que ces bons managers que tu vois, ils sont entourés de cadres politiques pour travailler dans leur pays, pour diriger leur pays. Donc ils ont tous les conseillers politiques qu'il faut. Donc, et puis ils sont pas en fait, ils n'ont pas le plan du quotidien comme on dit. Donc ils vont apporter Ils sont à l'abri du mal. Voilà, ils sont à l'abri en tout cas des besoins matériels. Donc ils sont là que pour rendre leur savoir à leur population, à leur peuple. Et je pense que c'est important, leur expérience. Gérer, par exemple, un pays de manière à ce qu'on a fait pour une certaine rentabilité dans ses affaires, ça fait bien de pousser les gens à connaître ce genre d'exercice. Moi, je pense que c'est très bien. On poserait la question à un philosophe qu'il vous dirait qu'il faille tout confier à un philosophe, qu'il ferait mieux, il dirigerait mieux l'État. La question à un opérateur économique, vous venez de le dire, que c'est le bon profil à qui confier la gestion de l'État. Je ne vous dirai pas le contraire, je vous le concède, Issoufou Konaté, puisqu'on a eu déjà le cas, je l'ai dit, sur le continent comme ailleurs, l'opérateur économique, le manager a une chance de réussir. Il a eu déjà réussi dans ses entreprises. Il a eu à faire ses preuves dans ses entreprises. Mais ici, il ne faille pas confondre entreprise à l'État. Non, moi je pense que c'est monter un leadership en fait. Le leadership, c'est quelque chose que l'on doit montrer quand d'abord lui-même s'y connaît. Et il sait qu'il a essayé avec lui, qui a marché avec lui. Il aimerait bien que son peuple profite de son expérience. Donc je pense que le leadership se montre à travers cela. Et je pense que le leader est très apprécié en politique s'il sait apporter à sa population, à son peuple, ce dont il a besoin. C'est le plus important. L'électricité, l'eau, l'éducation, la santé. Pour nos peuples, c'est comme ça. C'est ça qu'on a besoin. Vous l'avez dit, le leader est à l'abri du mal, des besoins, donc il a le temps pour se consacrer, il a peut-être le carnet d'adresses qu'il faut pour décrocher les bons contacts, les bonnes personnes qui pourront l'aider dans le développement à tous les niveaux de développement dans son pays, oui. Mais il se fait parfois que ces leaders qui se convertissent en politique se font un peu trop rigoureux. Parce que, enfin, le complexe de la gestion de l'entreprise leur sont restés intacts. Parce qu'ici, il faut l'appliquer à l'humain ordinaire, à la société et à toutes les couches de cette société. Mais vous savez, moi je pense que c'est, à mon avis, une très bonne chose d'ailleurs. Parce que qu'est-ce qui se passe dans beaucoup de pays? On voit que quand il y a un changement, une alternance politique, mais dès que le nouveau gouvernement arrive à dire bon, chacun paye ses impôts, on crie, on n'a plus d'argent. Mais c'est normal. Les impôts sont faits pour être payés. Donc si vous faites des affaires, allez payer vos impôts. Il n'y a rien de plus simple. Ceux qui ne le payent pas, qui se cachent derrière des machins politiques, ne le paieront pas. Et s'il y a une alternance politique, ça permet que ces gens-là viennent payer l'impôt. Et on les impose cela, et ils pensent que c'est une imposition, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais non, c'est la vérité. Avant d'en venir à vos perspectives et à votre agenda, Issoufou Konaté, s'il venait à vous être présenté une opportunité politique, maintenant et tout de suite, que choisirez-vous? Maire d'une commune, député, ministre? Vous savez, ici, on doit faire la politique proche de la population. Être maire, c'est encore meilleur. Parce que le maire, c'est... Vous auriez aimé être plus proche de la population que être au perché. Non. Il vaut mieux être avec eux, les écouter, et puis apporter des solutions à chaque fois que c'est possible d'apporter des solutions. Voilà. En guise de mot de fin, maintenant, votre agenda et vos perspectives pour le Bénin, le Niger et l'Afrique et le reste du monde. C'est continuer à faire des affaires, développer des affaires si cela est possible, et puis la politique viendra à son temps. Voilà. À son temps, vous l'avez dit. Alors,
C'est ici hein, que prendra fin ce numéro de dimanche politique. Le manager, opérateur économique, contrôleur de gestion, écrivain, panafricaniste Issoufou Konaté, à l'assaut de la vie politique, reste tout de même très conscient des réalités sociopolitiques et économiques de son pays et du continent. Outre ces nombreuses expériences, j'allais dire, Issoufou Konaté n'occulte pas sa volonté de s'impliquer dans la gestion politique de son pays, et ceci de manière à être plus proche des citoyens nigériens. Merci à vous pour nous avoir consacré ces 52 bonnes minutes sur Dimanche Politique. Vous êtes sur le dernier numéro de Dimanche Politique, peut-être par anticipation, vous permettre de souhaiter les bons vœux. Oui, je souhaite à toute la nation béninoise, à tous mes amis du Bénin, une bonne et heureuse année, comme à tous mes frères et amis nigériens, une bonne et heureuse année, et comme à tous mes frères et amis du Togo, une bonne et heureuse année. Et au-delà, au continent africain tout entier, et au monde. Merci Issoufou Konaté, bon retour, et que votre plume continue à fleurir davantage. Ce sera tout pour Dimanche Politique. Merci de l'avoir suivi. Bonne année à toutes et à tous, et on se retrouve en 2020 pour autre numéro, pour autre lecture. À très bientôt.